The relatives of his victims poured out the pain and grief they had suffered at the hands of Jeffrey Dahmer. Look at me, motherfucker! I can kill you! What's your name, fam? I can kill! Jeffrey, I hate you! Ok, Jeffrey Dahmer, c'est un des tueurs en série qui a le plus traumatisé l'Amérique. C'est le cannibale de Milwaukee, le tueur aux 17 victimes, l'homme dans le frigo était complètement rempli de viande humaine et qui injectait de l'acide dans le cerveau de ses victimes encore vivantes. Bon, alors pour mon public true crime, les vieux là, on vous voit, vous le connaissez obligatoirement. Moi aussi, c'est un de mes tueurs en série préférés et un jour je ferai un épisode sur lui. Mais ce jour n'est pas pour aujourd'hui. Enfin un peu quand même. Si je suis ici dans cette magnifique forêt en train de me faire bouffer par les moustiques avec mon micro tout pourri, c'est uniquement pour vous parler de son meurtre, son assassinat en prison, et surtout m'intéresser à son meurtrier, ce que j'aurais probablement skip dans un épisode uniquement dédié à Jeffrey Dahmer. Et oui, mon téléphone a décidé de plus reconnaître mon micro USB, c'est la Hess. L'audio s'améliorera après quand je serai chez moi et en voix off. Vous inquiétez pas. Après ces multiples crimes, Jeffrey est finalement arrêté en 1991 alors qu'il tentait de s'en prendre à sa nouvelle victime, Tracy Edwards. Les policiers vont se rendre dans son appartement et y découvrir des choses assez macabres. Des restes humains dans son frigo, un cœur dans son congélateur, des squelettes dans ses placards et des têtes dans ses tiroirs de cuisine. Et un peu plus loin dans l'appartement, 2 bidons d'acide avec des torses humains en train de fondre dedans. Pendant son procès, il va essayer de plaider la folie, et ouais, en effet, il y a des trucs pas nets qui se passent dans sa tête. Il a été diagnostiqué par certains experts avec un trouble de la personnalité borderline, un trouble de la personnalité schizotypique et un trouble psychotique. Voilà, je comprends pas la moitié de ce que je viens de dire. Mais malgré tout, il sera finalement conclu par le tribunal que Dahmer ne souffrait d'aucun trouble mental et qu'il était conscient de ses actes. Le juge va pas se laisser berner et va le condamner à 957 ans de prison, plus 15 peines à perpétuité, voilà histoire d'être sûr qu'il sortira pas. Et ouais, il a échappé à la peine de mort puisqu'elle avait été abolie dans son état, le Wisconsin. Suite à cette condamnation, Dahmer, qui a à ce moment-là 34 ans, est parti purger sa peine dans l'établissement correctionnel de Columbia, petite ville dans le sud du Wisconsin. Et Jeffrey va pas y être très apprécié, déjà pour son comportement et ensuite pour le côté délinquant sexuel. Voilà, avec le fameux code d'honneur des prisons, on le connaît bien. Tu dis personne. Y a pas de souci, par contre violer ça jamais. Ouais, apparemment il était assez insupportable en prison, franchissant la ligne rouge avec de nombreux détenus et membres du personnel d'après son meurtrier que je vous spoil pas. Il ajoutera que certains en prison sont repentants, mais pas lui. Faut aussi comprendre que Dahmer, même avant la série Netflix que j'ai pas regardée, c'était un symbole. Et pour des détenus qui ont pas forcément de chance de retrouver la liberté un jour, le tuer serait une sorte d'exploit, une fierté dans leur carrière. Faut pas oublier que le mec qui l'a buté a une page Wikipédia juste grâce à ça. Alors en prison c'est une énorme star, il reçoit plein de lettres de fans et des dons. Et oui, pourquoi envoyer son argent à des associations ringardes au Burkina Faso gérées par des clochards alors que tu peux payer ses clopes au plus grand tueur en série d'Amérique? Bref, des dons qui serviront à payer de quoi rendre son séjour en prison un peu plus agréable. Bon alors il reçoit des courriers de fans qui l'adorent, mais autour de lui c'est un peu plus compliqué. Alors déjà à l'époque les journaux et la presse parlent bien sûr énormément de cette affaire, petit trauma pour l'Amérique, et il y en a pas mal dans la prison qui veulent sa peau, ce qui fait que dans les premiers temps il sera placé en isolement dans une toute petite cellule sans fenêtre de 8 mètres carrés. Un appart parisien le truc. Malgré tout, il s'entend bien avec certaines personnes, plaisantant pas mal avec ses gardiens. D'après un porte-parole du système pénitentiaire, il avait un sens de l'humour très intéressant. Par exemple, il avait déjà fait, sur le ton de l'humour, une petite mise en garde à un de ses gardiens en lui disant genre attention je mords. Une autre fois, il avait accroché sur une porte de la prison un écriteau pour une réunion des cannibales anonymes. Il y a aussi une autre fois où il a usurpé l'identité d'un de ses gardiens au téléphone. Alors j'ai pas le contexte, mais apparemment là aussi c'était de l'humour. Et ça lui a valu de perdre un temps son taf au sein de la prison. Suite à sa demande, il sera après un an sorti de son isolement et transféré dans un secteur moins sécuritaire de la prison et affecté à des petites tâches comme le nettoyage des chiottes et du gymnase dans un second temps. Il était quand même un peu impliqué dans la vie de la prison, faisant par exemple du tennis, même s'il continuait à vivre beaucoup la nuit. J'en profite pour dire qui se convertira au christianisme en prison, lisant par exemple la Bible et des livres créationnistes, et écoutera des chants grégoriens aussi. Il en profitera pour se faire baptiser par un révérend d'une grande église américaine, l'église du Christ, dans le jacuzzi de la prison. Alors déjà, comment ça se fait qu'ils ont un jacuzzi dans la prison, et ensuite à quel moment les mecs de l'église l'accueillent en mode « Bienvenue à toi, homme qui avait un cœur humain dans son congélo ?»
Jeffrey, dans sa quête pour devenir un bon chrétien, s'estime malgré tout prêt à mourir, et il a l'air d'en avoir plutôt envie. Enfin, en même temps, s'il se fait chier en prison, c'est un peu compréhensible. Alors, c'est assez compliqué parce qu'il assume ses actes et a pas l'air de les regretter du tout, mais il a apparemment dit qu'il se demandait si le fait de continuer à vivre pour lui serait un péché. Il en a beaucoup discuté avec le mec qu'il a baptisé, Roy Radcliffe, qui lui rendait souvent visite, avec qui il avait noué une sorte d'amitié. Et baveux exaucé, vu que le 3 juillet 94, Dahmer est tranquillement assis dans la chapelle de la partie église de la prison quand un détenu l'attaque avec une lame de rasoir. Alors d'après ce que j'ai compris, il a en gros attaché la lame de rasoir à un manche de brosse à dents, mais le truc a pas tenu, Dahmer a eu que quelques blessures superficielles. Alors je sais pas du tout qui est l'agresseur, mais son objectif c'était bien la reconnaissance, mais pas juste pour être célèbre, en fait il voulait faire parler de lui pour être extradé dans son pays d'origine. Voilà, apparemment c'était un trafiquant de drogue qui était incarcéré aux States mais qui n'était pas américain. Alors suite à ça, Jeffrey va être replacé en isolement quelque temps mais il n'a pas souhaité porter plainte. Bon, ça a complètement échoué et il faudra attendre novembre 94 pour que Dahmer soit à nouveau agressé puisqu'il sera battu à mort par un codétenu, un certain Christopher Scarver. Christopher Scarver a lui aussi grandi à Milwaukee. Il est grand, mais apparemment avec une voix très douce. Ça me rappelle un certain tueur en série canadien, Foreshadowing. Né en 1969, issu d'une famille de 5 enfants, il développe assez tôt une addiction à l'alcool, ce qui est allié à sa consommation de cannabis fera qu'il se fera virer par sa mère de la maison familiale. Il quitte aussi son école, l'école James Madison, en abandonnant à sa 11e année pour devenir charpentier, où il est pris en tant que stagiaire. En gros, il est dans un programme du Wisconsin Conservation Corps, qui est en gros un programme de formation professionnelle, et son superviseur, Edward Patz, lui promet qu'à la fin de ce programme, il sera embauché dans l'entreprise. Malheureusement, cette promesse d'embauche ne se concrétisera pas à cause du licenciement de son superviseur. Son stage terminé, Scarver se retrouve sans activité professionnelle. Durant cette période, Scarver se met à boire beaucoup et à ressasser son seum. Sa perte d'emploi a aggravé ses problèmes avec l'alcool et la weed. Scarver buvait 4 litres de bière par jour, ce qui est beaucoup, enfin pourquoi tu bois de la bière à ce stade, et fumait 4 joints. Alors selon lui, le responsable de toute cette situation, c'est son ancien patron, celui qui avait viré le superviseur, un certain John P. Feyen. Il a plus tard été diagnostiqué schizophrène et souffrant du complexe du Messie. Mais dis-moi le FNR, qu'est-ce qu'un complexe du Messie ? Bon, en gros, c'est pas vraiment un vrai trouble diagnosticable, mais globalement, les gens qui ont ça en général se prennent pour un peu les sauveurs du monde. On est vraiment sur du Jésus-like. Voilà, donc ça va souvent avec la bipolarité ou la schizophrénie, et ça fait croire au malade qu'il est en gros un sauveur pour le monde. À niveau état mental, c'est pas fou aussi chez Scarver. Il y a notamment à cette période-là des passages où, ivre, il aurait, avec des gros guillemets, entendu des voix l'appelant l'élu. Il a aussi raconté plus tard que les voix lui avaient dit qu'il était le fils de Dieu, et lui avait indiqué à qui il pouvait faire confiance et de qui il était l'ennemi. Après, est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'il a dit ça plus tard pour se justifier de ses crimes, je sais pas. Et voilà, sachez aussi pour la culture qu'il y a plusieurs personnes dans sa tête qui lui parlent, hein. C'est en fait une famille composée d'une mère, d'un père, un fils et une fille, comme les témoins de Jéhovah. Le 1er juin 1990, il se rend au bureau du programme du Wisconsin, espérant trouver son ancien patron seul, ce qui n'est pas le cas vu qu'un ouvrier est aussi présent, Steven Lohman, âgé de 27 ans. Scarver est armé d'un semi-automatique, il met en joue Steven et lui demande de s'agenouiller au sol, et pendant ce temps-là, il demande à Feyen de lui donner tout ce qu'il a, tout l'argent qu'il a. Feyen, son ancien patron, va lui dire qu'il a que 15 $ dans son portefeuille, et en réaction, Scarver va tirer une balle dans la tête de Steven pour lui montrer qu'il plaisante pas. Il enchaînera en tirant 2 autres balles dans le corps de l'homme. Tu penses toujours que je plaisante maintenant ? J'ai besoin de plus d'argent. Steven était cependant déjà mort sur le coup après le premier coup de feu, coupable d'être juste là au mauvais endroit au mauvais moment. Suite à ce meurtre de sang-froid, le directeur finira par faire un chèque de 3 000 $ à Scarver, ce qui fait 6 000 aujourd'hui, ce qui est pas fou. Scarver tirera ensuite un dernier coup dans Steven pour porter bonheur, et Feyen arrivera à fuir dans la rue et à monter dans sa voiture. Bon, Scarver a quand même essayé de lui tirer dessus dans sa fuite, mais il l'a pas touché. Il est donc reparti avec son chèque, la carte de crédit du directeur et ses précieux 15 $. Bon, Scarver a pas tué le directeur, du coup il a pas couru très longtemps. Il sera arrêté quelques heures plus tard, assis sur le perron de l'immeuble de sa copine, chez qui il était probablement parti vivre, je sais pas, vu que sa mère l'avait dégagé. Et d'ailleurs sa meuf était enceinte. Et quand il a été arrêté, il était toujours en possession du chèque, de la carte de crédit, et avec toujours le pistolet dans sa poche, donc assez cramé. Et c'est suite à ce meurtre qu'il sera jugé et condamné à perpétuité dans la même prison que Dahmer. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai jamais eu de problème avec la loi, j'ai jamais eu de bagarre avec personne. C'est pas mon dit de faire, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Il est bien allé en prison lui aussi, malgré ses petits problèmes psychologiques, et il était d'ailleurs assez d'accord avec cette décision. Parce que selon lui, les médecins le transformeraient en légume et que de toute façon, les voix lui avaient dit d'aller en prison à la place. En prison, il a pas beaucoup interagi avec Dahmer et a selon lui pas beaucoup pensé à ça.
En dehors de certaines fois où il observait de loin dans la cour de prison, genre, je l'imagine trop dans l'ombre comme un Dark Sasuke en mode... Bon, il gardait une certaine distance de sécurité avec lui, il voulait pas être la cible de son humour un peu spécial. Ouais, il a dit plus tard qu'il était agacé par son comportement et son fameux sens de l'humour très étrange. D'après lui, Dahmer est assez détesté dans la prison, ce que je veux bien croire. Il raconte au début que, comme je vous ai dit, il a pas du tout l'envie de se racheter, ce qui, surprenamment, d'après d'autres témoignages, paraît pas super vrai. Bon, en tout cas, Dahmer aurait eu des altercations avec certains prisonniers. Il y a aussi le fait qu'à la cantine de la prison, il jouait avec sa nourriture pour la faire ressembler à des morceaux de corps en utilisant du ketchup pour le sang. On dirait moi au collège. Je l'imagine trop montrer ses créations à côté des mecs avec qui il mange en mode « Eh regarde, on dirait une jambe, c'est comme ça que tu vas finir ». Le matin du 28 novembre 1994, Dahmer sort du coup de sa cellule pour effectuer ses tâches de ménage quotidiennes. Il se rend donc dans les douches de la salle de gym de la prison accompagné de 2 codétenus. On a donc Scarver qui en a sa 2e année ici, connu pour être un détenu malade qui prend des médicaments antipsychotiques. Et le 3e membre de l'équipe est un certain Jesse Anderson. Jesse a été condamné en 92 pour le meurtre de sa femme, il en est lui aussi au début de sa condamnation. Et pendant 20 minutes, dans les douches de la prison, les 2 gardiens censés les surveiller vont s'absenter et le trio a été laissé sans surveillance. D'après ce qu'il a dit, à un moment Scarver remplissait son seau, il a senti un genre de mouvement dans son dos, voilà, quelque chose lui touchait le dos. Il s'est retourné et il a vu Dahmer et Anderson rire silencieusement, ou se retenir de rire en gros. Il a pas compris pourquoi, donc ça l'a un peu énervé le Scarver. En gros, Dahmer et ses collègues doivent nettoyer la partie toilette / douche / vestiaire de la salle de gym de la prison en gros. Du coup, pour y aller, il faut passer par la salle de muscu en elle-même. En y passant, Scarver avait réussi à choper discrètement un haltère sans que personne le remarque. Il avait retiré les poids qui servent à le lester pour garder la grosse barre en acier. La barre fait une 50aine de centimètres de long, elle est bien épaisse donc tu te prends un coup sur le coin de la gueule avec ça, t'es pas bien. Il va la cacher dans son uniforme orange de prisonnier américain et continuer son chemin. Dahmer est donc occupé à nettoyer un vestiaire du personnel. Anderson est lui occupé sur un vestiaire réservé aux détenus. Scarver va alors sortir un journal de sa poche avec un article racontant les crimes de Dahmer. Il va le confronter au texte et demander si ce qui est raconté dans l'article est vrai. Jeffrey va essayer de fuir et chercher la porte, mais Scarver va le bloquer. Il va sortir la barre d'haltère qu'il avait cachée et frapper violemment Dahmer à la tête, lui infligeant de sérieuses blessures. Il va également plusieurs fois claquer sa tête contre le mur, le laissant inconscient dans une mare de sang. Durant l'attaque, Jeffrey Dahmer n'a émis aucun bruit, seuls les impacts ont été entendus. Scarver va recacher l'arme dans sa veste, tranquillement retraverser la salle de gym et enchaîner. Il va changer de vestiaire pour rejoindre celui d'Anderson. À sa vue, celui-ci va regarder autour de lui et chercher des yeux un des membres du personnel, mais il n'y en avait pas. Scarver va donc le frapper au front, puis battre à mort Anderson, avec la même barre. D'ailleurs, lui non plus n'a pas fait de bruit apparemment. Pour Dahmer, c'est quand même une fin un peu ironique, vu qu'il avait fait son premier meurtre à 17 ans en tabassant un jeune homme avec des haltères aussi. Ne faites pas le muscu, c'est dangereux pour la vie. Après son double meurtre, Scarver va simplement et tranquillement replacer la barre, rentrer dans sa cellule avant l'heure de la fin de son taf. Un gardien va le découvrir dans sa cellule en train de fumer une clope et va l'interroger au sujet de ce retour précipité. Et c'est au même moment que 2 autres vont faire la découverte des corps de Dahmer et Anderson gisant au sol des vestiaires de la salle de sport. Dahmer sera transféré à l'hôpital où il mourra seulement 1 heure après son arrivée à cause de multiples fractures au crâne et au visage. Son visage était en fait tellement déformé par l'attaque qu'il était impossible de déterminer avec quoi il avait été frappé, c'est un peu comme s'il avait subi un accident de voiture en gros. Quant à Anderson, il suivra en étant débranché après quelques jours. Les corps seront donc découverts à 8h10. Scarver, c'est peut-être vrai ou pas, mais peut-être qu'il utilise sa schizophrénie, mais en tout cas, il va dire au gardien que l'acte n'était pas prémédité. Dieu m'a dit de le faire. Vous en entendrez parler aux nouvelles de 6h. Jeffrey Dahmer et Jesse Anderson sont morts. Scarver est donc passé au tribunal, il est entré en chantant doucement que l'amour soit la lumière. D'accord. Il sera malgré tout jugé apte à un procès et écopera de 2 condamnations supplémentaires à perpétuité. Il fera appel en 2005 mais sans succès. En gros, d'après lui, et après ces 2 meurtres, il aura été maltraité par le système américain qui respecterait pas ses droits constitutionnels. Il racontera par exemple avoir passé 16 ans en isolement en prison, ce qui est très long. Scarver se dit révolté par les crimes de Dahmer et déclare que le personnel pénitentiaire les avait laissés seuls car il savait que Scarver détestait Dahmer et cherchait à le tuer. Il a aussi argumenté que les conditions d'emprisonnement au Wisconsin avaient contribué à aggraver sa maladie mentale. J'en profite pour rappeler que certains diagnostics lui avaient donné le complexe du Messie, ce qui fait qu'il a peut-être voulu jouer au héros en tuant ce symbole qui était Jeffrey Dahmer. Alors son argument c'est étrangement la bouffe de la prison qui l'accuse d'augmenter sa folie. J'ai découvert dans mes propres recherches quel est le problème. Certains aliments que je mange me font faire une pause psychotique. Pain, sucre raffiné,
ce sont les principaux coupables. Ah oui, certes, j'ai battu 2 gars, mais c'est pas de ma faute, c'est vous qui mettez du pain et du sucre raffiné au repas, vous n'avez pas honte? Je suis pas psy, mais c'est éclaté. Et en prison, il a essayé de se suicider 2 fois, avec des médicaments puis en se foutant le feu. Il a aussi eu des comportements d'automutilation, se taillant les poignets au rasoir, et se cognant le crâne contre les murs pour lutter contre les voix dans sa tête. Son comportement était bon dans son ancienne prison, mais quand il a été transféré dans celle de Dahmer, il a passé 1 mois à l'isolement, sans contexte social ni vue sur l'extérieur. C'était en été, et apparemment la chaleur dans sa petite cellule a aggravé sa maladie. Il pouvait aussi pas écouter de cassettes audio, des cassettes qui l'avaient pas mal aidé contre sa maladie dans son ancienne prison. Il est encore en prison actuellement, âgé de 53 ans, il a juste été transféré au Colorado, le 4e meilleur état des États-Unis. Il est allé dans une prison Supermax, c'est les prisons les plus sécurisées du pays, dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps. Certaines familles de victimes vont bien réagir à la mort de Dahmer, plutôt ravis de voir mort le tueur de leur fils, ou leur père, ou frère. Certains autres vont trouver par contre assez injuste que Jeffrey n'ait pas à souffrir contrairement à eux. Une des motivations de Scarver, même si il l'assume pas forcément, c'est potentiellement la couleur de peau, vu que c'est un Renoir. Dahmer a tué beaucoup de Noirs, quasiment même que des Noirs, probablement pas par racisme à ce que je sache, 90% à mon avis pour l'aspect pratique, j'avoue que j'en sais rien, je détaillerai dans mon épisode sur lui. Mais faut aussi prendre en compte qu'à cette époque-là, particulièrement dans le contexte de Milwaukee, là où Dahmer a commis la plupart de ses crimes, c'était une période de tension raciale très importante. Scarver aurait par ailleurs tenu des propos un petit peu suprémacistes noirs avec son psychologue. En gros, ce dernier lui avait demandé s'il considérait que passer le reste de ses journées jusqu'à la fin de sa vie en prison était un destin qu'il avait mérité. Est-ce que c'était juste? Et Scarver répondra que rien de ce que font les blancs aux noirs n'est juste. Ce qui réfutera dans un blog en 2015, donc à prendre avec des pincettes. L'autre argument qui tend à prouver que la couleur était au moins un petit peu un facteur, c'est que la victime collatérale, Jesse Anderson, était peut-être pas si collatérale que ça. J'explique. En fait, lors du meurtre de sa femme en 92, Anderson l'avait poignardé au visage, puis s'était poignardé aussi, s'infligeant des blessures superficielles. Son objectif, c'était bien sûr de s'innocenter, et pour ça, il avait aussi accusé 2 noirs. Je sais pas d'où sortent ces 2 noirs, hein, c'est la fameuse technique d'inventer des noirs pour s'innocenter car tout le monde est raciste. Depuis que je raconte du true crime, c'est pas la première fois que je vois ça. Suite à une demande de sa mère, le cerveau de Jeffrey sera conservé 2 ans pour servir la science alors que le reste de son corps sera brûlé. Bon, le cerveau a pas servi des masses, hein, et finalement il a fini par être brûlé aussi. Voilà, un cerveau humain dans du liquide, ça fait beau sur une étagère dans ton salon, mais bon, ça finit par prendre de la place quand même. Quant au fait que des détenus étaient laissés seuls, c'est pas prévu, mais pourtant assez courant à Portage, même quand il s'agit du plus grand tueur des États-Unis. Malgré tout, les autorités, elles, diront que Dahmer s'entendait plutôt bien avec les autres détenus. Bon, en tout cas, suite à ça, toutes les barres d'haltérophilie ont été retirées de toutes les prisons du Wisconsin. C'est assez dommage que Dahmer soit mort aussi jeune, seulement à 34 ans, quelques mois après son incarcération, parce que contrairement à beaucoup de tueurs, il semblait que pour une fois on soit pas tombé sur un menteur pathologique. Dahmer collaborait avec les autorités, il n'hésitait pas à livrer plein de détails, que ce soit sur son mode opératoire ou sur son état psychologique, et il aurait pu être d'une grande aide dans notre compréhension des tueurs en série. Et le pire, c'est que pour une fois, il semblait qu'on avait un qui était plus ou moins sur le chemin de la rédemption, malgré qu'il ait absolument plus aucune chance de retrouver la liberté. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais pendant son procès, il avait lui-même demandé la perpétuité, et j'ai un témoignage qui dit plutôt du bien de lui en prison. Il a commencé à me sembler un vrai être humain qui avait juste une maladie. C'est horrible ce qu'il a fait, vous ne pouvez pas oublier cela bien sûr, mais il y a un autre Jeffrey Dahmer. Je sentais que c'était une très bonne personne. Bon, en tout cas, Dahmer a vraiment marqué l'Amérique au fer rouge, et sa mort aura été encore un grand événement, avec son lot de controverses. Son avocat déclara à son sujet qu'un criminel comme lui n'arrive que toutes les 75 ans, et heureusement n'est plus revu pendant les 75 prochaines. Bref, Dahmer aura jusqu'à son dernier souffle autant fasciné qu'horrifié les États-Unis et le monde. Bon, pour ma part, je vais vous parler très rapidement avant de rentrer chez moi, j'en ai pour 2 heures de marche, puisque c'est avec cette vidéo que je fais mon grand retour. Et ça m'énerve, c'est la seule avec un son dégueulasse. Alors pendant tout ce temps, j'ai bossé sur 6 vidéos qui vont sortir au rythme de 2 par semaine. Et oui, ça a charbonné. Bon, il y aura un peu de tout, hein, du true crime comme celle-ci, du divertissement ou des vidéos plus culture en fit avec mon gros cerveau. Toutes plus ou moins longues, entre 10 et 40 minutes. Ah, et aussi, avant que vous partiez, mon vrai faux pays, Seriousaland, vient d'annexer un territoire d'outre-mer. C'est compliqué, posez pas de questions. Mais en gros, là, je suis en train de faire voter les citoyens pour le drapeau. Si vous pouviez voter pour le C, je crois, ça m'arrangerait. Parce qu'il est en train de perdre et ça m'énerve. Je veux celui-là. Donc allez voter en masse. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté. Salut!